Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui comment lancer un site WooCommerce qui cartonne ou pas, avec des retours d'expérience pour créer ses bonnes pratiques. Une conférence qui a lieu au WordCamp Genève 2022, avec la période de pandémie, de Covid, les absents, présents. J'ai préféré faire un tournage vidéo de cette présentation. Cela permettra aux absents de profiter quand même de cet atelier. Alors pour me présenter, je suis Maxime Varina, le fondateur de Vaisonnet. J'ai fondé Vaisonnet en 2005. Nous sommes éditeurs de logiciels et on est spécialisé dans les connecteurs entre des sites WooCommerce et des ERP, des logiciels de gestion commerciale. On travaille aussi avec d'autres technologies comme PrestaShop, Shopify, Magento. Ça nous permet d'avoir une bonne vision de l'écosystème e-commerce. On est une équipe de 12 personnes basée à Vaison-la-Romaine en France. Pour commencer, je vais vous parler d'Amelica. C'est une série de plusieurs boutiques physiques. Ils ont trois boutiques physiques. Ils vendent des vêtements neufs et aussi des vêtements de seconde main à une époque où Vinted commençait tout juste, où c'était pas forcément encore trop tendance. Elle a créé un site e-commerce en 2015 qui marche pas forcément très bien. Elle revoit un peu sa copie en 2017 et embauche pour ça un étudiant en web marketing. Et grâce à lui et à son travail sur la conception du site, les ventes décollent enfin courant 2018. Le Covid est arrivé aussi par là et le fait d'avoir ces ventes qui décollent, la période aussi de Covid qui arrive derrière, elle a eu plein de problèmes que je vais vous exposer et ça sera un peu l'idée de faire ce retour d'expérience là. La première chose, c'est qu'elle a commencé à vendre des produits qu'elle n'avait plus. Alors ça s'explique assez facilement. Alors quand on vend les vêtements neufs, ça peut être que une histoire de délai, le temps de se faire réapprovisionner d'ici 2-3 semaines. Si on est en fin de collection, on va plus pouvoir revendre ce produit-là. Et c'est d'autant plus problématique quand on est sur des vêtements de seconde main où ça va être des pièces uniques. Le produit, si on l'a plus, on ne peut pas l'avoir même avec du délai. Et quand on a des produits qui sont dans un magasin physique et sur le magasin en ligne, pour peu qu'on soit sur des périodes d'affluence comme les soldes par exemple, où on va vendre ce produit en magasin physique et juste un peu après en magasin en ligne, on n'a plus le produit et on va avoir des clients qui sont insatisfaits et ça pose un vrai problème. La deuxième chose, le deuxième gros problème auquel Amélie s'est confrontée, c'est des délais de livraison qui s'allongent. Notamment sur les produits uniques, une grande partie du stock, sur les produits de seconde main, est dans les magasins. Il n'est pas dans l'entrepôt qui expédie une partie des commandes e-commerce. Ce qui veut dire que en période d'affluence, par exemple au moment des soldes, quand c'est un produit, un vêtement unique qui est stocké en fait dans un magasin qui doit être expédié, les vendeurs ne vont pas s'arrêter de discuter avec le client pour aller prendre le produit et l'expédier. Donc elle a commencé à avoir de vrais problèmes sur des délais qui s'allongent. Au plus il y a de trafic, au plus les délais s'allongeaient en fait. Le troisième problème auquel elle s'est confrontée, ce sont les marges qui baissent. Alors, pas celle-là, plutôt celle-ci. Alors, ce diagramme-là est ce qui s'appelle le diagramme de Gordon. Vous pourrez le rechercher sur Internet si vous voulez. Il illustre assez bien cette notion de marges qui peuvent baisser. Concrètement, on va pouvoir faire des dépenses pour acquérir des clients et générer du revenu. Ces coûts-là, alors ça peut être des investissements en personnes, en coûts publicitaires, plein de choses. Si on considère qu'on a ces coûts qui sont linéaires, on va avoir à un moment un maximum de revenus et à partir duquel les dépenses qu'on peut faire ne seront pas assez efficaces et du coup on va avoir notre marge bénéficiaire qui va baisser.
Et la vraie difficulté, c'est de savoir jusqu'à quand je vais payer des pubs Google Ads, par exemple, jusqu'à quand je travaille mon référencement en fonction de ce que ça me coûte, quand c'est que jusqu'où je vais pour que je puisse maximiser mon retour sur investissement. Et ça a été son vrai problème, c'est que c'est assez difficile de dire voilà, je veux comptabiliser mes coûts. Autant on peut arriver à faire ça par rapport au prix d'achat, au prix de vente, mais les dépenses fixes, comme par exemple du référencement, quand on référence un produit ou 10 produits à quelque chose près, ça va être la même chose. Comment je fais pour maximiser ce résultat-là? Alors, les idées par rapport à ça, à ces problématiques-là, il y a deux grandes idées qui en découlent. Un peu des voitures qui passent à côté, mais la première idée, c'est le commerce unifié. Alors parfois on parle d'omnicanal, de multicanal. Pour moi, la notion de commerce unifié est essentielle et c'est le vrai facteur de réussite sur un site, sur un projet de site. C'est de ne pas voir le site internet comme un outil à côté, mais comme un outil intégré à l'entreprise. Au final, quand on va dans un magasin physique, sur son site internet, en click and collect, sur des places de marché comme Amazon, Cdiscount, La Redoute, enfin peu importe, des commerciaux de terrain ou même sur des réseaux sociaux, au final, c'est du commerce et ce sont les mêmes produits, ce sont les mêmes clients avec peut-être des habitudes d'achat différentes. Il va falloir réunir tout ça et c'est un vrai facteur clé de succès. Et c'est là où souvent on voit des sources d'échecs. C'est dans des entreprises qui vont dire j'ai besoin d'un site internet, je vais tiens, je vais choisir telle agence, tel freelance pour faire mon site. Débrouille-toi, fais le site. Moi je veux juste que ça marche, tu te débrouilles. Euh, cette attitude-là est quand même assez étonnante. Est-ce que on ferait la même chose pour un magasin physique où on va contacter le maçon, je dis construis-moi un magasin, construis-moi mon commerce, démerde-toi. Et il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Non, ça on le fait pas pour un magasin physique. Pourquoi faire la même chose sur un site internet? Il faut que le projet de site, il soit vraiment intégré et accepté et intégré, vraiment intégré dans l'entreprise. C'est un point qui est essentiel pour que ça fonctionne. La deuxième grande idée sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est les données et les informations. C'est qu'à un moment, le stock, les prix, les clients, les commandes, les factures, tout ça, peu importe le canal de vente, ce sont les mêmes produits, ce sont probablement les mêmes prix, les mêmes clients. Qu'un client commande en ligne ou en magasin, quelle importance? Donc à un moment, il va falloir synchroniser toutes ces données. Et même si on utilise des outils différents, comme WooCommerce, avec un autre logiciel de gestion, à un moment, il va falloir que tout soit centralisé. Il faut que toutes les informations soient toutes au même endroit et qu'on gère l'entreprise d'un seul endroit. On a ces deux grandes idées-là. Maintenant, comment on les met en œuvre et quel retour d'expérience on peut faire? Et ça, j'ai décliné ça en quelques principes que j'ai pu voir dans plusieurs magasins. Alors, la première chose, c'est de vouloir utiliser un thème WordPress qui peut être inadapté. Alors, inadapté par rapport à ses clients, c'est-à-dire que c'est comme la devanture d'un magasin, un thème, hein, c'est qu'à un moment, si on vend du chocolat, ça va pas être le même thème que si on vend du parfum ou que si on vend des casseroles. Il va falloir un thème graphiquement qui est adapté. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez évident pour tout le monde. Après, quelque chose sur lequel il faut faire attention, surtout quand on n'est pas technique, c'est de prendre un thème qui va être peu performant au final techniquement. Et c'est ce qu'on voit en fond d'écran avec les Core Web Vitals. Désormais, pour Google, la performance du site internet est importante. Alors, si vous ne le faites pas pour vos clients parce que c'est sympa d'avoir un site fluide, faites-le aussi pour Google. Il faut être méfiant par rapport à ces thèmes-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des thèmes qui graphiquement sont très élaborés, très sympas, avec plein de carousels différents, des menus différents, un affichage différent. Et puis au final, le designer du site va prendre ce carrousel-là, ce menu-là, et c'est tout ce qu'il va utiliser.
Et on va se retrouver avec un site internet qui est capable de charger plein de carousels différents pour en utiliser qu'un seul. Et au final, on se retrouve techniquement à charger plein d'informations pour un seul carrousel. C'est pas performant. Alors peut-être qu'il vous faut revoir, vérifier, valider ces performances-là au niveau du thème, et pourquoi pas passer par des constructeurs de thèmes. Un autre point qui me semble essentiel, c'est les photos produits. Alors, les photos produits, avec nos téléphones, on a tous de super appareils photo. Ce qui va changer, c'est sur deux choses. C'est l'éclairage, c'est ce qui va permettre d'avoir des belles photos, avec des photobox, alors soit avec du matériel acheté, soit avec du bricolage qu'on peut faire. Hein. J'ai vu ça chez un client et j'ai trouvé ça plutôt très malin, pour avoir un éclairage qui fasse pas trop d'ombre, qui éclaire bien le produit. Ce qu'il avait fait, c'est avec des feuilles papier calque, en fait, il met sa lumière de l'un côté, le produit de l'autre, et la feuille de papier calque, elle tient par un cadre en carton qui est découpé, et ça marche super bien. Il fait des super photos avec un téléphone. Et après, il reste le détourage, c'est ce qu'on voit sur les photos du bas. Ça met plus en valeur le produit, et maintenant avec des logiciels, il y a des logiciels spécialisés qui font ça très bien, pour peu que la photo soit de bonne qualité. Et c'est quelque chose que je vous invite à contrôler, et c'est un vrai investissement de faire de belles photos, mais le client ne voit que ça, et ça permet d'améliorer le taux de conversion. Ensuite, dans la conception du site, il va falloir avant tout penser au client. Pas penser à ses produits, penser à ses clients. Il faut humaniser le site internet. Et humaniser, ça passe souvent par mettre des photos avec des vraies personnes. Dans le cas d'Amélie sur ses vêtements, c'est pas faire des photos avec un mannequin en plastique à l'intérieur, mais une vraie personne. Et ça change beaucoup de choses. Après, je sais pas quel effet ça vous fait, la photo que j'ai choisie pour cette diapo, mais des photos comme ça, moi sur un site internet, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que ça fait photo sortie d'un catalogue d'images. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Moi, je préfère toujours des photos, même si elles sont un peu moins parfaites, mais des photos du vrai magasin, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ensuite, il faut penser à la proposition de valeur. Vous êtes très probablement pas le seul à vendre vos produits. Pourquoi un client viendrait chez vous plutôt qu'ailleurs? Il va venir chez vous parce que vous avez une proposition de valeur qui va être différente, qui va être plus importante. Donc, mettez en avant pourquoi vous êtes différent et pourquoi les clients iraient acheter chez vous. Le dernier point, c'est tout ce qui permet de rassurer le client, tout ce qui est réassurance. Comment le paiement est sécurisé chez vous, en quel délai vous expédiez, comment vont se faire les retours, si j'ai un problème, est-ce que je peux téléphoner. Enfin, voilà, tout ce qui pourrait montrer au client le service que vous pourriez apporter. Un point qui est aussi important, c'est de capitaliser son fichier client et son prospect. Ça coûte très cher d'acquérir un client, parce qu'il va falloir payer de la publicité, du référencement, etc. Une fois qu'il est dans votre base de données, vous pouvez le relancer, lui faire des offres promotionnelles. Et si c'est un client qui vient en magasin physique, qui est peut-être un peu éloigné de chez vous, est-ce que vous pourriez pas le relancer de temps en temps pour qu'il commande sur votre site internet? Et quelqu'un qui est à proximité de chez vous, qui a commandé sur le site internet, est-ce qu'il pourrait pas venir à une opération spéciale, des ventes privées que vous pourriez faire en magasin? Donc à un moment, il va falloir essayer de capitaliser votre fichier client. Un point qui va être aussi important, je trouve, et c'est une erreur qu'avait fait Amélie à son lancement, c'est de pas forcément réfléchir à sa structure des URL. Qu'est-ce que je prends comme dossier, sous-dossier, est-ce que je mets les catégories, comment je construis mes URL. Bien sûr, il existe des solutions techniques quand on change d'URL avec les redirections 301 pour transférer les anciennes URL vers les nouvelles pour que ce soit plutôt neutre pour Google. Sauf que si vous vous retrouvez en milieu d'exploitation du site à vous dire, en fait, j'ai mal conçu mes URL, je vais toutes les changer, vous allez être beaucoup moins performant, vous allez être un peu dans l'œil du cyclone le temps que ce changement se fasse.
Vous risquez d'oublier des URL, bon c'est une chose, mais Google, vous allez lui demander beaucoup plus d'efforts et ça va mettre du temps pour continuer à indexer votre site et ça va vous demander beaucoup de travail. C'est tellement plus simple, quitte à faire appel à un consultant SEO juste pour ça, de définir votre propre structure d'URL une fois pour toutes, essayez d'y penser au début de la conception du site. Dernier point, avant de parler sur des solutions de mise en œuvre, faut-il dépendre d'une source de trafic? On parle beaucoup de référencement. Le référencement, c'est très bien et c'est certainement la source de revenus la plus économique. Sauf que vous êtes dépendant d'un seul acteur, Google. Essayez de diversifier vos sources de trafic pour que les gens viennent un peu de Facebook, pourquoi pas d'Instagram, des accès directs parce qu'ils vous connaissent, de tout un tas d'autres canaux d'acquisition. C'est pour moi essentiel en termes de résilience pour ne pas dépendre d'une seule source de trafic. Un point maintenant que je souhaite aborder, c'est la notion de frais de port. La notion de frais de port est un enjeu clé en e-commerce parce que en fait, ce qui fait la différence entre un e-commerçant et un commerçant, c'est la vente à distance et l'expédition. Quand vous allez voir un transporteur, les frais de port vont être fonction du poids du colis, de sa dimension, de la destination. Et la destination, ça peut être par pays, par département, région, canton, ville, voire même en France, certains transporteurs, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour la Suisse, vont faire des surtaxes pour les zones de montagne, donc vous vous retrouvez à avoir des prix par département, et puis certaines villes vont avoir des prix qui vont être différents par rapport aux autres. En plus de ça, on va rajouter, en fonction du cours du gasoil, une taxe qui va varier selon chaque semaine, chaque mois, etc. Donc en fait, on va se retrouver à avoir des grilles tarifaires qui vont être quand même extrêmement complexes à entretenir. Et le réflexe chez beaucoup de commerçants, c'est de dire non, moi, le frais de port, je veux pas que ça impacte ma marge, donc je facture aux frais réels chaque client et chaque colis. Et ils se retrouvent à avoir des grilles tarifaires qui sont extrêmement complexes à maintenir et coûteuses en temps, quoi. Alors je dis pas que le port doit vous coûter de l'argent, il peut être impacté au client, mais à un moment, essayez de penser à une notion de port forfaitaire, et c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez prendre vos coûts d'expédition, vous allez additionner vos coûts chez le fournisseur de carton, de scotch, du transporteur, vous divisez ça par le nombre d'expéditions que vous faites et vous avez un port forfaitaire qui est bien plus simple à maintenir. Vous avez un seul calcul à mettre dans votre site WooCommerce. C'est relativement simple quand on a un outil de gestion qui nous permet de le faire et ça j'y viendrai un petit peu plus tard. Ensuite, il y a une autre chose qui peut être intéressante pour le frais de port, et c'est beaucoup plus facile quand on a un port forfaitaire, c'est de fixer un franco de port. Donc le franco de port, c'est dire, si vous commandez pour plus de 50-200 euros ou 200 francs suisses, vous allez pouvoir avoir les frais de port gratuits. Et l'objectif de ça, c'est d'augmenter la valeur du panier moyen. Mais ça, c'est intéressant seulement si la marge bénéficiaire supplémentaire que vous dégagez va être supérieur au coût du transport que vous générez. Et pour faire ça, il faut avoir une idée précise de ces marges, incluant pas seulement le prix d'achat du produit, mais l'ensemble des coûts d'exploitation de l'entreprise, d'expédition. Et le but du franco, c'est de le placer suffisamment bas pour que le client achète plus, mais suffisamment haut pour que l'augmentation du bénéfice que vous faites couvre les dépenses de frais de port. J'en viens à deux informations qui sont essentielles du coup à connaître quand on a un site e-commerce et quand on a une entreprise. C'est comment on fait pour piloter ses marges en fait. Le dernier prix d'achat, comment on l'obtient? Est-ce qu'on fait en fonction de la quantité qu'on achète en devise? Est-ce qu'on a un prix d'achat par fournisseur, un prix d'achat global? Le dernier point, c'est le prix d'achat moyen pondéré. Comment on fait pour piloter ces marges? Ça, c'est un vrai sujet sur lequel WooCommerce ne nous apporte pas en fait de solution. Il faut piloter son stock aussi. Est-ce qu'on a un stock minimal? Quel est mon délai de réapprovisionnement?
Est-ce que je travaille en flux tendu? On le voit en ce moment avec les incertitudes économiques, d'abord au Covid, ensuite liées à la guerre en Ukraine. Comment on fait pour se réapprovisionner? Alors, oui, c'est simple, je vais acheter le plus de stock possible, sauf que ça a un coût d'immobiliser son stock, on va réduire sa trésorerie et ça va avoir un coût financier. Donc, comment je fais pour avoir un stock optimal pour satisfaire mes clients en diminuant les risques de rupture de stock et satisfaire l'entreprise en ayant le moins d'impact financier dessus. Et ça, c'est une fois qu'on arrive à avoir ces deux informations-là, pilotage de ses marges, pilotage de son stock dans son site e-commerce, c'est que le site e-commerce en fait est vraiment intégré au système d'information de l'entreprise et on va vraiment réussir à avoir un site internet, un site e-commerce, un site WooCommerce qui fonctionne. J'en viens à cette bonne pratique en fait essentielle, c'est que vous l'avez compris au travers de mes propos, le site WooCommerce peut être très performant et on va avoir plein de choses qui se font de manière très pratique avec WooCommerce et vous avez plein de ressources, plein de tutos par rapport à ça. Comment réussir son référencement, créer sa fiche produit, avoir le bouton qui performe, avoir ses variations. On voit assez peu ces informations-là en fait. La vraie question au final, c'est j'ai mon outil WooCommerce, mais comment j'arrive à l'intégrer au reste de mes outils et je vais essayer de vous donner là quelques bonnes pratiques. Alors, on va parler de relier ces briques logicielles. Alors là, je vous ai montré un modèle, mais il y a plein de choses différentes. La première chose, c'est qu'on va commencer, c'est ce qu'on a en jaune sur le schéma, on va commencer par acheter ou fabriquer son logiciel. On va avoir d'abord une gestion commerciale en fait de ces produits. Il va falloir passer ces informations-là au logiciel de gestion de point de vente, donc celui qui est par exemple en magasin physique, celui qui est pour son commercial de terrain ou alors son site e-commerce. Le site WooCommerce, le commercial va vendre ses produits et il va falloir après qu'on facture et qu'on fasse éventuellement un réassort produit. Alors là, c'est un cas plutôt simple avec 4 interlocuteurs. On peut en avoir d'autres, comme par exemple la gestion d'un WMS qui va vous gérer le stock des entrepôts, l'automatisation des outils d'expédition, etc. Donc il va falloir, en fait, toutes ces briques-là, les intégrer. Et ce que j'aime bien dans ce schéma-là, c'est qu'on voit bien que le site e-commerce, il fait partie de la boucle. Hein, et c'est pas quelque chose, une brique qu'on pose par-dessus. Il fait partie de l'entreprise. Donc, il va falloir, pour réussir ces intégrations de plusieurs logiciels, avoir quelques règles, et j'ai nommé mantra là dans l'explication. La première chose, c'est déjà de ne pas faire de doublons fonctionnels. Par doublon fonctionnel, j'entends qu'il ne va pas falloir vouloir faire 2 fois la même chose à 2 endroits différents. Donc, si vous voulez gérer les expéditions, faites-le dans WooCommerce, faites-le dans votre ERP, dans votre WMS, mais faites-le à un seul endroit. Ne mélangez pas les endroits où vous allez faire les expéditions. Et ça, c'est valable pour toutes les fonctionnalités, tous les outils que vous utilisez dans votre entreprise. Ensuite, il va falloir avoir une base centralisatrice, une base maître. C'est quelque chose où vous allez avoir votre référentiel. Peu importe qu'est-ce que c'est, un logiciel de gestion ou commerce, il faut avoir une base qui va centraliser les informations et pouvoir les diffuser dans tous les éléments de l'entreprise. Ensuite, il faut avoir des références qui vont être communes. Alors par exemple, vous allez avoir des codes articles sur les produits. Il ne faut pas avoir des références d'un côté et différentes de l'autre. Les clients, il faut les identifier de la même manière. L'email, le téléphone sont des choses qui vous fonctionnent plutôt bien en mélangeant les deux plutôt que le nom. Ou un client va être par exemple société machin, ou parfois STE, ou parfois juste le nom de la société. Ensuite, quelque chose qui est important aussi également, c'est la qualité des données et les règles de validation des données. J'entends par là que à un moment, si vous avez une règle par exemple, que vous devez avoir un numéro de téléphone sur votre site internet, parce que en fait, votre logisticien, votre expédition a besoin d'un numéro de téléphone portable, par exemple, pour envoyer un SMS, parce que sinon vous avez des frais supplémentaires chez le transporteur, et certains le pratiquent, eh bien il va falloir avoir ces règles qui soient dupliquées de partout. Le numéro de téléphone, vous le rendez obligatoire sur votre site WooCommerce, vous le rendez obligatoire à la saisie sur
le logiciel de point de vente. Il va falloir avoir ces informations-là qui soient validées de la même manière et que la qualité des données soit identique. Par exemple, WooCommerce n'autorise pas de doublons de référence. C'est pour avoir une bonne qualité de données et c'est parfaitement justifié de ne pas avoir de doublons sur des produits. Il faut que ce soit la même chose sur tous les autres logiciels. Ensuite, il faut aussi se préparer à travailler des cas exotiques. Alors par cas exotique, j'entends des règles fiscales ou alors par exemple vous avez une commande et vous travaillez en B2B et votre client a dépassé l'encours. Comment vous êtes alerté que ce client a dépassé son encours sur le site internet, sur le site WooCommerce et comment vous le traitez. Donc il faut essayer de transcrire toute l'expérience, toute l'intelligence qu'a l'entreprise pour être capable de traiter ces cas-là. Enfin, c'est le dernier point, à un moment, il va falloir unifier sa façon de travailler. Des exemples que je vois assez souvent, c'est par exemple dans un logiciel de gestion de stock, on va stocker des produits avec un stock à virgule parce qu'on les vend au mètre, par exemple, ou au poids, alors que sur le site WooCommerce, vous n'avez que des nombres entiers. Donc à un moment, si vous voulez rapprocher les stocks, vous allez avoir un problème. Il va falloir aligner ça. Donc soit vous débrouillez pour avoir un stock à virgule sur WooCommerce, soit vous dites je vends que par kilo entier, ou alors l'unité est pas bonne. Peut-être que c'est pas le kilo qu'il faut utiliser, mais que ça va être les grammes, et auquel cas vous allez pouvoir utiliser des nombres entiers. Donc il va falloir unifier ça. Et puis si vous utilisez des gammes, des variations de produits, est-ce que vous utilisez des dépôts, il va falloir avoir la même logique de partout. Sinon c'est impossible de s'y retrouver. Je terminerai par cette petite vidéo qui vous présente en fait ce qu'on fait nous chez Vaisonnet avec le logiciel e-connecteur. En fait, on permet de communiquer entre les différents intervenants et ça illustre en fait assez bien les problématiques que je vous ai parlé maintenant. Comme Monsieur Bon Vendeur, vous avez 2 magasins physiques et vous vendez aussi sur Internet. Ou encore, vos produits sont référencés sur 4 places de marché. Quelle galère pour gérer son stock. Quant à Madame Bongout, elle adore faire son shopping en ligne, mais déteste recevoir de fâcheuses nouvelles. Contrariée, elle n'hésite pas à laisser une mauvaise note. Votre stress augmente et vous perdez des clients. Vaisonnet a la solution pour vous. l'e-connecteur. Une passerelle entre votre logiciel de gestion de stock et vos différents points de vente. Madame Bongout peut enfin se faire plaisir. Fini les angoisses. Avec l'e-connecteur, vous retrouvez la sérénité qui plaît tant à vos clients. l'e-connecteur, l'indispensable des boutiques en ligne.